Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Serigne Atou Diagne succombe à une courte maladie. La disparition du responsable mouride des Hizbut Tarqiyyah plonge la communauté mouride dans la consternation. Pèlerinage à la Mecque, un cahier de charge à l'attention des 300 voyagistes. Une mesure des autorités visant à amoindrir les difficultés liées au Hajj. Lutte contre le coronavirus, la sensibilisation semble faire écho. Guédiawaye est cité en exemple. Les mesures barrières sont bien appliquées dans la localité. Et l'actu sport en fin d'édition avec Saïkou Seydi. Bienvenue à tous. Son nom est intimement lié à l'histoire du mouridisme, celle de son fondateur en particulier. Serigne Atou Diagne a été emporté par le coronavirus à Dakar après le département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'est entièrement consacré à la spiritualité unique donc qui s'éteint, plongeant toute une communauté dans la consternation. Pape Aliou Sarr. Il était un trait d'union entre le spirituel et le temporel, la tradition et la modernité, point de frontière pour Serigne Atou Diagne qui a détruit les clivages, très ancrés dans la culture mouride, très ouvert dans le monde extérieur. Le responsable moral du Hizbut Tarqiyyah s'est enrichi de beaucoup de courants de pensée. Pour lui, la science n'a pas de frontières. Il l'incarnait par son habillement. Derrière son boubou traditionnel, l'identité du Hizbut Tarqiyyah, derrière ses lunettes qu'il avait l'habitude de porter, se cache un intellectuel qui a pris l'escalier scolaire jusqu'à atteindre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le français, une culture, mais sa culture, c'est le mouridisme. Nous œuvrons toujours au service de Cheikh Ahmadou Bamba et en respectant toutes les recommandations de Dieu et ses interdits. Il emprunte alors un seul chemin qui est de se mettre au service de son guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba. Un choix s'impose. Serigne Atou Diagne n'hésite point, licence et maîtrise de géographie en poche. Il ferme ce livre pour en ouvrir d'autres, les Chassides de Serigne Touba. En janvier 1976, dans la capitale sénégalaise, Serigne Atou Diagne pose les fondements d'une organisation qui a impulsé une dynamique à la confrérie mouride, le Hizbut Tarqiyyah. Le travailleur est discret, le serviteur de Dieu ne rechigne pas à la tâche. Depuis des années, cette organisation se distille partout au Sénégal et inaugure un modèle d'éducation qui accorde une place de choix aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Né en 1951, un talibé mouride a disparu en 2021. Le bulletin santé du jour fait état de 300 nouvelles contaminations sur un total de 2270 tests. 9 décès sont enregistrés, 43 cas graves sont en réanimation et 173 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'État du Sénégal s'engage à rationaliser le milieu des voyagistes privés à destination des lieux saints de l'islam. Pour ce faire, un cahier de charges sera établi à l'attention des 300 voyagistes privés, des obligations et des conditions pour éviter les difficultés rencontrées lors des précédentes éditions. Dans un contexte lié à la pandémie de Covid-19, les parties prenantes s'organisent en attendant la décision des autorités saoudiennes. C'est ce qui ressort de la prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et les voyagistes privés, le compte-rendu de Adama Sarr. Prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation du pèlerinage à la Mecque édition 2021. Les voyagistes privés et le gouvernement prennent les devants en dépit de la pandémie pour parer à toute éventualité. D'abord une question, il faut savoir que nous n'avons pas encore, au moment où nous parlons, la confirmation que le Hajj aura bien lieu. Nous avons bon espoir, mais nous n'avons pas la confirmation à cause de la Covid-19. Mais le président a demandé que si le Hajj a lieu, que nous ne soyons pas surpris, que toutes les dispositions soient prises au préalable pour organiser le Hajj dans les meilleures conditions possibles. C'est autour du vaccin. Si le Sénégal a 2-3 types de vaccins qui ne sont pas ceux qui sont préconisés par le Royaume d'Arabie Saoudite, qu'allons-nous faire? Donc dès à présent, poser ces préalables-là, essayer de les régler. Pour éviter les difficultés rencontrées lors des éditions précédentes, les autorités étatiques vont imposer un cahier de charges aux voyagistes privés au nombre de 300. On ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, où il y a un nombre certes important, mais pas trop par rapport à d'autres pays comme le Nigeria ou comme d'autres pays beaucoup plus peuplés que nous, avoir 300 voyagistes dans le pays. Mais l'État ne peut pas être absent de ces choses-là.
Et nous allons mettre en place un véritable cahier des charges qui va imposer des obligations et des conditions aux voyagistes. Les concernés saluent la décision. Mais il faut toujours améliorer. Il y avait un cahier de charges. Mais aujourd'hui, un cahier de charges amélioré et bien réfléchi. Il y a eu des séminaires qui sont organisés à Saly. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on a abordées. Et moi, je crois que ça peut faire que du bien pour le pèlerinage et le pèlerin. Parce que le pèlerinage, c'est 3 niveaux. C'est le voyagiste, c'est l'État et le pèlerin. La menace pèse toujours sur l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'islam en raison de la pandémie de Covid-19. Tout de même, les parties prenantes s'organisent en attendant la décision des autorités saoudiennes. Et la sensibilisation sur le coronavirus et le respect des mesures barrières commence à porter ses fruits. À Guédiawaye, par exemple, les populations adoptent les mesures d'hygiène édictées par le service national d'hygiène. Mamadou Lamine Fati. Le passage du service d'hygiène pour informer et sensibiliser la population sur les mesures barrières commence à porter ses fruits. Au quartier Angle-Mousse de Ndiarème, les habitants adoptent les gestes d'hygiène. Je nettoie avec de l'eau de javel partout, dans tous les endroits de la maison. Les toilettes partout. On se lave régulièrement les mains avec de l'eau de javel. Moi, personnellement, je fais tout pour que, quand une personne entre dans la maison, qu'elle puisse se laver les mains avec de l'eau de javel. Parce que c'est important la propreté dans une maison. Le service d'hygiène s'implique davantage et insiste sur le changement de comportement des populations, sur les mesures barrières. Le service d'hygiène va amener ce qu'on appelle une autre touche, une nouvelle touche. Une touche qui va focaliser sur le domicile. C'est-à-dire qu'on va les désinfecter. 1 par d'eau de javel plus 4 par d'eau. On va faire une solution de 0,5 et cette solution, on va l'utiliser pour désinfecter les domiciles. C'est-à-dire que les loquets, les rampes, tout ce qui est à l'intérieur des domiciles, on va essayer effectivement de les désinfecter avec cette solution. C'est cette touche que le service d'hygiène va amener. On va commencer ici à Guédiawaye et on va continuer ces activités au niveau de l'ensemble, effectivement, du Sénégal. Faciliter la prise en charge des malades de Covid-19 à domicile en impliquant les populations, c'est l'aspiration du service national d'hygiène qui souhaite que chaque famille maîtrise les techniques de désinfection pour prévenir la contamination à domicile. Relever le plateau technique des services médicaux et redorer le blason de Youssou Mbargane auprès des populations rufisquoises. C'est l'ambition de la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital de Rufisque, avec à la tête Mamadou Ndiaye, le directeur de la structure, a rencontré le personnel de l'établissement sanitaire. Il est au micro de Babacar Seck. Les difficultés listées au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane, aujourd'hui, c'est des difficultés liées aux ressources essentiellement matérielles. Nous sommes en train de développer un système de partenariat très agressif, très intense, pour essayer d'aller rechercher des ressources additionnelles. On va travailler sur l'accueil, on va travailler sur les conditions d'hôtellerie. Ça, c'est pour les patients. Ça, c'est pour les patients. Les patients ont besoin de ça. Les patients, un malade, un accompagnant a besoin d'être très bien accueilli. Il a besoin de vivre dans un cadre d'hôtellerie très accueillant. Et ça, nous allons aussi y travailler. Mais ici, aujourd'hui, la maternité fonctionne très bien. Il y a assez de gynécos. La pédiatrie fonctionne très bien. Tout ce qui reste, c'est réhabiliter les locaux, faire de l'extension, augmenter la capacité d'accueil. C'est-à-dire mettre aussi les médecins, les infirmiers, les techniciens dans de meilleures conditions de travail, pour tout ça au profit des populations. C'est ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que les populations de Rufisque sachent que l'hôpital, c'est leur hôpital, qu'ils viennent se soigner, qu'ils aient confiance en cet hôpital. Que nous allons développer, on va développer cet hôpital. On n'a pas le droit aujourd'hui, vu les opportunités qui se posent à gauche, à droite, de ne pas développer cet hôpital. Nous allons beaucoup aussi insister sur le climat social. Le représentant du personnel est là, il a si bien dit, on ne peut pas développer une entreprise sans mettre le focus également sur les ressources humaines. Et Rufisque, toujours des associations citoyennes de la localité s'insurgent contre le projet de suppression des villes et parlent de mesures inopportunes. Elles ont tenu une conférence de presse ce vendredi au siège de Frappe France Dégage, un compte-rendu de Abou Tedisso. Le projet de suppression des villes bute sur la désapprobation catégorique du collectif d'associations de la commune de Rufisque. Ses membres fustigent cette mesure qu'ils qualifient d'inopportune et de totalement illégale. La ville de Rufisque ne traverse aucune situation financière pour être supprimée.
voire l'article 74 du Code des collectivités territoriales. Donc cette pensée ne sera jamais acceptée par la population rufisquoise. Guy Marius Sagnan du mouvement Frappe France Dégage épouse le combat. Cette suppression pose un problème de légalité. La loi est très claire. Elle dit, pour supprimer une ville, il faut qu'il y ait une crise financière qui dure 4 ans. Aux yeux du leader de Frappe, le véritable enjeu est politique. Selon lui, supprimer les institutions qu'il juge inutiles et budgétivores serait plus logique. Le problème qui empêche de dormir le président Macky Sall et ses alliés, c'est le fait que Dakar, la région, concentre 26% de l'électorat. Si aujourd'hui, il y a une suppression juste, c'est la suppression du HCCT, du Conseil économique, social et environnemental, Commission nationale de dialogue des territoires, du Haut Conseil du dialogue social, des institutions aussi inutiles que budgétivores. Régler les problèmes fonciers dont les populations de la vieille ville sont les principales victimes selon eux est plus urgent. À Dalal Djam de Kounoun, il y a 150 familles menacées d'expulsion. À la cité Tchandoum de Nyakhirat, il y a 138 maisons et fondations qui ont été détruites. À la cité centrale électrique de Kounoun, il y a 21 maisons et 5 fondations qui ont été démolies. À Tuaounpeul, 1796 maisons, fondations et terrains ont été accaparés. Si le président de la République Macky Sall, si le gouvernement sont préoccupés par la situation du département de Rufisque, ils devraient se pencher sur ces dossiers-là. Le collectif souligne qu'évoquer la possibilité de suppression des villes, c'est manquer totalement de vision au moment où partout dans le monde, on parle de plus en plus de diplomatie des villes. De la République Macky Sall que je ne suis ni son ennemi ni un politicien. C'est le message du président de Horizon Sans Frontières. Selon son porte-parole, Boubacar Seye est injustement en prison. Suivons Souleymane Aliou Diallo, le porte-parole de Boubacar Seye au micro de Mam Astoukan. Il m'a pris les 2 mains, comme ça, pour me dire, mon frère, je vais en prison. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas dit quelque chose qui mérite qu'on me traite de cette façon. Pour me dire, mon frère, je te charge de transmettre ce message à Macky Sall. Dis-lui que je ne suis pas un ennemi de l'État du Sénégal, je ne suis pas son adversaire politique, je ne suis pas un cagoulard politique. Je suis un activiste, je suis un lanceur d'alerte pour ceux qui détiennent Boubacar Seye. Et nous le disons au président Macky Sall, il y a certains qui sont autour de lui, qui bénéficiaient des travaux de Boubacar Seye la nuit, qui venaient voir Boubacar Seye pour que Boubacar Seye produise des réflexions qu'ils mettent dans des rapports qu'ils envoient soit à la présidence, soit aux partenaires. Ce sont ces gens-là que Boubacar a freinés. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont remontés pour vraiment menacer Boubacar à un moment donné, de l'intimider, puisque Boubacar ne pouvait plus continuer de travailler dans certaines conditions. Ceux qui n'ont pas voulu que Boubacar rencontre le président de la République, le président n'a qu'à regarder qui sont ces gens-là. Le secteur laitier à présent, le Sénégal produit plus de 70 000 litres de lait par jour. Modou avance le chiffre. Il est d'avis que la Covid-19 n'entraînera pas la mort du lait local. Il insiste par ailleurs sur les infrastructures hydrauliques. Écoutons-le au micro de Djeba et de Seydina Mbaye. Je ne pense pas que ça soit la mort programmée du lait local parce que depuis qu'on a commencé à s'attaquer au lait local, c'est depuis la période coloniale. Les colons français n'ont pas fait d'investissement structurant pour valoriser le lait. Et jusqu'à présent, ce lait-là existe. Et ce qu'on produit en lait local, selon les estimations, ça fait plus de 110 000 litres de lait par jour. C'est énorme. Donc je pense que ce qui manque, c'est les unités de collecte et les liens avec les industriels. Et quand le jour où on aura une industrie nationale qui s'implante avec des producteurs laitiers organisés, bon, le lait local va prendre le dessus sur le lait importé, il n'y a pas de doute. La priorité, c'est de permettre aux éleveurs d'avoir des infrastructures hydrauliques pour pouvoir produire le fourrage. Une fois qu'on a ça, on a réglé la question de l'alimentation, le reste suivra. Mais tant qu'on ne règle pas cette question d'alimentation,
ça ne pourra pas suivre. La coordonnatrice de l'antenne ENDA Énergie au Nord est par elle très préoccupée par les contraintes que rencontre le secteur du lait local. Fatou Sarr cite par exemple l'accès à l'aliment de bétail, les pistes de production et la conservation. Elle est également interrogée par Djeba et Seydina Mbaye. Le principal problème lié au développement de la chaîne de valeur, c'est le problème d'accès à l'aliment de bétail. Il constitue un facteur bloquant dans la sécurisation de la production laitière. On sait qu'ici au Sénégal, la production laitière est saisonnière. Donc ça ne dure qu'à peu près 3 à 4 mois, surtout avec le contexte du changement climatique. Ça pose un énorme problème. Il y a aussi le problème d'accès au marché. Il y a une compétitivité entre le lait local et le lait importé. Mis à part ce problème, il y a le problème des pistes de production. Parce que les zones à haut potentiel laitier, c'est des zones enclavées dépourvues d'électricité. Donc pour acheminer le lait de ces zones jusqu'aux industriels, ça pose problème. Déjà, il y avait des problèmes qui existaient. Mais avec la Covid-19, ça a renforcé davantage ces problèmes. D'abord, l'accès au marché. Les braves femmes qui vendaient leur lait au niveau des marchés hebdomadaires n'ont plus cette opportunité. Voilà ce que ça peut donner comme conséquence. L'éleveur qui était parti en transhumance, à un moment donné, quand on a fermé les frontières, il ne pouvait pas se déplacer pour aller dans une autre zone. Ça, c'est des problèmes que les éleveurs ont vécu pendant la pandémie. Ils étaient même obligés de brader leurs produits pour survivre. Wayendi m'a tué, c'est le titre de l'ouvrage de Ousseynou Nar Gueye, un livre romanesque qui met en avant l'amour, l'amitié, la mort sociale, ainsi que le jeu de pouvoir au sein de la politique sénégalaise. Sortie officielle hier, le compte-rendu de Aïssatou Kane. Après des années de réflexion, de doute et de remise en question, Ousseynou Nar Gueye présente officiellement son nouvel ouvrage Wayendi m'a tué, un titre fruit d'un jeu de mots de prévalence de la triple culture sénégalaise, mais aussi et surtout un besoin de mettre en avant la rémunération de la musique sénégalaise. C'est un titre qui est venu de lui seul à la fin de la rédaction du livre, mais simplement après, comme c'est une histoire, celle qui est racontée dans le livre, de chasse à l'homme contre le héros. Donc c'est comme ça que le Wayendi m'a tué. Avec la faute d'orthographe, c'est imposé parce qu'il y a dans la culture populaire universelle un fait divers français avec un jardinier du nom de Omar Radad dont l'employeur avait été assassiné et elle avait écrit avec son sang « Omar m'a tué » avec ER à la fin à tuer, ce qui était une faute d'orthographe. Donc c'est un peu ça qui a justifié le Wayendi m'a tué. Et le Wayendi, c'est un peu une altération de Wayendi qui viendrait de Woy, entre Woy chanté et Wayendi chantonné. Un ouvrage romanesque qui met en avant des thématiques sociétales d'envergure. C'est le thème de l'amitié d'abord, qui peut naître des rapports professionnels. Il y a le thème de l'amour, qui est aussi un aiguillon professionnel, mais aussi de la vie personnelle. Il y a celui de la mort sociale qui est un aspect sociétal dont nous avons très peur dans notre culture, souvent plus peur même que de la mort physique. Il y a enfin, je ne veux pas être très long, mais le thème aussi de la politique et de la recherche du pouvoir temporel est abordé dans ce livre-là. L'expert en ingénierie culturelle de formation incite les jeunes à la lecture afin d'avoir une vision et une réflexion plus large des enjeux du monde. Le message que je lancerai, moi, à des personnes qui sont dans une institution d'éducation, c'est de se cultiver parce que la culture est souvent l'élément de plus que nous avons par rapport à des personnes avec qui nous sommes en concurrence. La publication de l'ouvrage Wayendi m'a tué est en sortie grand public via la version numérique sur YouScribe durant 15 jours, puis en version papier bientôt disponible dans les librairies.
Et direction la Côte d'Ivoire, les candidats aux législatives ont déposé leur dossier de candidature. Le délai initialement fixé au 20 janvier a été prolongé de 2 jours par la commission électorale à la demande des partis politiques. Les électeurs seront appelés à renouveler l'Assemblée nationale le 6 mars prochain. Sahel, 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans la région du Sahel. Donc, le nombre de déplacés internes qui était de 490 000 en 2019 a quadruplé selon un communiqué du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. L'organisation onusienne pointe du doigt les violences djihadistes, notamment au Niger et au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, une série d'attaques dans le nord des pays ont fait fuir plus de 11 000 Burkinabés, pour la plupart des femmes et des enfants. La page des sports, c'est avec Saïkou Seydi. Bonsoir Saïkou. Bonsoir Monica. Et puis une mauvaise nouvelle pour la lutte sénégalaise. Boy Bambara n'est plus de son vrai nom, Aliou Kamara. Boy Bambara, ancien lutteur, est décédé cet après-midi. Il a succombé à une longue maladie qu'il avait clouée au lit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 4e journée du championnat de football démarre ce week-end et concernant le basket, on joue la 3e journée. Dès demain, partout au Sénégal, la 4e journée de Ligue 1 pour parler d'abord de ce duel entre Diaraf et AS Douanes. Et puis Ndiambour qui va jouer NGB, ce sera à Toubab Dialaw. Et puis Mour PC, Tengué FC, Diambar, Dakar Sacré-Cœur, AS Pikine, Génération Foot. Et puis Casa Sport, Stade de Mour, Seneps Excellence qui accueille US Gorée en Ligue 2 aussi. 2 affiches donc sont prévues ce samedi. Ce sera entre EJ Fatick, Guédiawaye Football Club qui a enchaîné 2 victoires lors des 2 dernières journées. Africa Promo Foot qui reçoit Demba Diop FC au stade Lat Dior le dimanche, Duc Diamono Fatick, US Wakam Amitié FC. Et puis le leader de la Ligue 2 Keur Madior reçoit Sonacos au stade Fodé Wade. Pour Autonome Renaissance de Dakar, ce sera le dimanche au stade Alassane Djigo. La fin de cette 4e journée en Ligue 2 est prévue le lundi entre Thiès et Linguère de Saint-Louis. Nous allons reparler de ce choc des académiciens entre Diambar et Dakar Sacré-Cœur, ce choc qui a déjà commencé. La bataille de com sur les réseaux sociaux, tout est parti avec cette image que vous voyez sur vos écrans. On tweet de Diambar qui, après avoir fait saigner donc NGB Niatari, Mbour Petite Côte et Diaraf, rappelons-le, contre Diaraf, c'était un match nul, un but partout, frappe à la porte de Dakar Sacré-Cœur, mais la réponse ne va pas tarder avec cette vidéo que vous allez voir tout à l'heure de Dakar Sacré-Cœur, voilà. Et ainsi est né un choc de communication sur Twitter entre les deux community managers des 2 clubs. Dakar Sacré-Cœur et Diambar s'affrontent donc ce samedi au stade Fodé Wade, un duel d'académiciens qui, on ne sait pas comment ça va se passer, mais pour le moment, nous nous contentons de ce match âprement disputé sur Twitter, Osama, Monique Sagna. Et puis, nous allons parler de basketball avec les affiches donc de ce samedi. Notez juste qu'il y a beaucoup de matchs chez les dames. D'abord, basketball des Baloc qui va jouer contre Saint-Louis Basket Club. Un duel qui sera très attendu par la centaine de personnes qui sera donc présente au stade Marius Ndiaye. Et puis du UGB UCAD Basket Club CMT de Ziguinchor qui accueille Bob Gia qui va jouer. Duc, c'est chez les dames, chez les messieurs, les hommes ASV de Dakar, UGB, Bob Saltigué, Louga Basket Club GA, Isaac Sport, AS Douane, US Rail, Saint-Louis Basket Club. La suite, c'est dimanche entre Sibac et Asfa. Et puis Duc, AS Thiès, Mermoz, Uzo. En tout cas, on verra si le Duc va faire encore une promenade de santé face à la GIA. C'était le cas devant Saltigué, mais la GIA n'est pas Saltigué aussi. D'accord. L'espoir de l'AS Monaco repose sur Crépin Diatta. Saïkou Seydi, le club monégasque compte sur le jeune Sénégalais pour épauler sa ligne offensive. Pour confirmer vos dires, Sagna, le Sénégalais d'ailleurs sera aligné. En tout cas, il fait partie du groupe des monégasques qui va affronter demain l'Olympique de Marseille. Crépin Diatta, vous le savez tous, il a rejoint le lait de l'AS Monaco depuis hier en provenance du club
Bruges, donc l'espoir de tout un club pour renforcer sa ligne offensive déjà composée donc de Ben Eder et puis Kevin Volland, Cheikh Hassana Fall. C'était l'une des valeurs sûres du club Bruges, champion en titre de Belgique, régulièrement utilisé sur l'aile droite, celui qui peut aussi évoluer sur le flanc gauche, mêle vitesse, technique et finition, avec ses 10 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en seulement 19 apparitions sous son ancienne tunique cette saison. Crépin Diatta a ainsi prouvé qu'il était un joueur décisif. Ses performances ont en partie permis à son club de trôner une nouvelle fois en tête du championnat belge avec désormais 9 points d'avance sur son dauphin actuel. Il a même eu la chance de se montrer en Ligue des Champions il y a quelques semaines, terminant à la 3e place du groupe très homogène avec le Borussia Dortmund, la Lazio de Rome et le Zénith Saint-Pétersbourg. Ceci ne résume pas sa jeune carrière de footballeur. Né le 25 février 1999 à Dakar, Crépin Diatta a commencé ses gammes au Sénégal. Très vite repéré pour ses qualités d'explosivité et de dribble, il intègre la Oslo Football Academy de Dakar. C'est donc en toute logique qu'il fait ensuite le grand saut sur le vieux continent pour rejoindre sa formation en Norvège. Il rejoint ainsi le club de Sarpsborg 8 en 2017, D1 norvégienne, où là encore il se fait remarquer pour ses prestations. En seulement 27 matchs, toutes compétitions confondues, il score à 8 reprises et offre 8 passes décisives. C'est alors que le FC Bruges recrute le jeune Sénégalais. Toujours aussi précoce, il met vite tout le monde d'accord. Ses talents de dribbleur et de finisseur étaient indéniables. Ses prestations lui ouvrent même les portes de la sélection sénégalaise. Il porte pour la première fois le maillot des Lions de la Teranga face à la Tanzanie en juin 2019. Confrontation à l'issue de laquelle il sera d'ailleurs nommé homme du match. Il ne quittera plus le groupe dirigé par Aliou Cissé qui croit beaucoup en lui, jusqu'à lui faire confiance 3 mois plus tard lors de la Coupe d'Afrique des Nations où il disputera toutes les rencontres jusqu'à la finale face à l'Algérie. Compétition dont il sera d'ailleurs élu meilleur jeune. C'est sur ce jeune talent que l'AS Monaco compte pour épauler sa ligne offensive, notamment Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, lui apportant ainsi une arme offensive supplémentaire. Cher Hassana Fall, peut-être vous l'ignorez, mais la dernière fois que Zinedine Zidane a eu quelque chose de positif au Real Madrid, ça remonte au 2 janvier 2021, victoire devant Celta Vigo, 2-0 en Liga, positif à la Covid-19. La Covid-19, on en parle toujours car les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 sont menacés d'annulation par le gouvernement japonais. Et par la Covid encore qui menace et qui continue quand même de mettre en genou du monde sportif au fond des gazons sur des tartans. Selon le quotidien britannique The Times, le gouvernement nippon aurait acté l'impossibilité d'organiser les JO cette année du fait de la recrudescence mondiale de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement cherche désormais à trouver le meilleur moyen de sauver les apparences. Pour sauver la face, le gouvernement japonais chercherait à s'assurer au préalable que Tokyo organise les JO de 2032, la prochaine édition non attribuée après Paris 2024 et Los Angeles 2028. Le gouvernement japonais a d'ailleurs démenti cette information du journal britannique. Son porte-parole adjoint Manobu Sakai a déclaré qu'il n'y avait rien de vrai dans l'article de The Times et la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a assuré n'avoir aucune idée quant à l'information, quant à l'origine de l'information. C'est bien cela. Et puis, MMA, Reug a mis KO le Camerounais Alain Ngalani. C'est l'information du jour. On s'en va Monique Sagna, qui l'aurait cru avant cette note vocale du vainqueur. C'est bien Reug que ou pas, en tout cas, il s'est prononcé dans une note vocale de 9 secondes pour préciser. Donc, c'était lui-même qui a terrassé Alain Ngalani, The Panther, ou bien vous pouvez dire The Panther Alain Ngalani, qui s'est mis à genoux devant sa majesté
Avant de perdre conscience, en moins de 5 minutes, le pensionnaire de Thiaroye a mis KO le champion camerounais pour son premier combat en One Fighting Championship. Le combat s'est déroulé ce vendredi matin à Singapour. C'est donc la 9e défaite de Galani qui, je rappelle son palmarès, 38 combats, 25 victoires. Une deuxième victoire du Sénégalais sur une grosse pointure de la discipline après Sofiane Boukichou. On se rappelle lors de l'arrêt donc Fighting Championship organisé à Dakar en décembre 2020, comme quoi Reug vient d'inscrire son nom dans l'histoire de cette discipline MMA et qui En tout cas, félicitations à Reug, une victoire qui n'était pas évidente vu voilà, le palmarès et le gabarit de son adversaire. S'il y a une chose qu'il faut retenir dans le sport, c'est qu'on ne conjugue jamais au passé. Merci beaucoup Saïkou Seydi pour la page des sports. L'information continue sur www.emedia.sn à suivre ce soir. Fourey Mutolo avec Ndaye Marem, suivi de Intérêt Général avec Khalifa Diakhaté. Khalifa Diakhaté, j'y arrive. Bonsoir et à demain.